la question de la parité pour interroger et défaire le système de production et de reproduction de la domination masculine au sein du champ politique, ce qui était quand même l'intention première des féministes paritaristes. Il me semble que cet esprit-là a été oublié. Et là, je ne ferai que l'évoquer, on pourra y revenir dans le débat, mais il me semble que l'affaire DSK, qui trouve son dénouement apparemment ces jours-ci, déclenchée en mai 2011, peut être considérée comme un révélateur assez cru, assez direct, du fonctionnement de la classe politique française encore aujourd'hui en 2011, un fonctionnement de solidarité masculine, de classe et de race qui caractérise ce champ politique et journalistique. Tout se passe comme si le champ politique fonctionnait comme un espace réservé, et c'est sans doute dans lequel qui peut abriter des pratiques d'oppression qui sont pourtant dénoncées et difficilement poursuivies, mais néanmoins dénoncées dans d'autres espaces. Et on peut l'attribuer au fait qu'on a affaire là quand même à un métier longtemps marqué par l'entre-soi masculin, bourgeois, un métier marqué par le caractère informel des logiques de promotion politique, la faible codification de ces logiques-là, qui peuvent servir de paravent à des conduites dénoncées dans d'autres espaces davantage codifiés et surveillés. Donc il me semble que l'affaire DSK elle a contribué à révéler les privilèges de cette classe politique solidaire. Et pas seulement, donc, et pour la gauche plus particulièrement, il me semble que cette affaire elle a aussi révélé la difficulté historique à lier et articuler socialisme et féminisme d'un côté, socialisme et antiracisme de l'autre. Il y a une tendance de la gauche française à penser comme ces groupes-là de manière séparée. Donc là aussi, on pourra en débattre, mais je rappelle le rapport de Terra Nova qui avait fait beaucoup de bruit en mai 2011, qui a incité la gauche à abandonner sa clientèle électorale traditionnelle, les classes populaires, pour s'adresser à des minorités qui étaient nommées les jeunes, les femmes, les immigrés. Comme si ces clientèles-là, ces groupes-là existaient indépendamment des classes sociales, etc., et comme si c'était des groupes antagoniques. Selon moi, il faut continuer à se poser la question du genre lorsque l'on met en œuvre une loi, par exemple sur le temps de travail ou sur la réforme des retraites, parce que les inégalités entre les sexes, elles structurent profondément le rapport au travail et au temps de travail, ne serait-ce que ça, et à l'inverse, quand on fait une loi sur les violences sexistes, ou sur les violences sexuelles, il faut aussi traiter cette question comme une question sociale et raciale, et pas seulement comme une question sexuée, dans le sens où la dénonciation des violences et leur traitement judiciaire sont fortement différenciés selon l'appartenance sociale et raciale des criminels et des victimes. Donc, je plaide pour revenir à un cadrage et un investissement féministe de la parité comme un outil de lutte dans les rapports pouvoir de domination. Et je conclus en un mot, puisque j'ai à peu près tenu mon 31, sur les enseignements de la question de la gestion de la différence dans la République française, un petit peu révélés et en tout cas réactivés autour des débats sur la parité. C'est bien ça qui est en jeu pour moi. C'est la question de la gestion de la différence. Et à la suite de John Scott, encore une fois, je pense que c'est encore, la gestion de la différence, c'est un lieu de production central, enfin un lieu central de production politique. Et du coup, on peut théoriser en termes généraux les façons dont opère la notion de différence, mais à chaque fois, il faut analyser les formes spécifiques qu'elle prend dans chaque contexte historique et politique. Donc on peut avoir des grands schémas sur la gestion du genre, la différence sexuelle, etc. Mais je crois qu'il faut à chaque fois mener des études contextualisées, historicisées pour regarder ce qui joue. Parce que si dans le cas français, très clairement, il y a une matrice du genre qui est fondamentale dans la définition de la citoyenneté et de la représentation, ce n'est pas le cas partout. Et il ne faudrait pas le prendre comme un opérateur qu'on plaquerait sur tous les contextes. Du coup, il est particulièrement utile de multiplier les regards comparatifs et croisés pour essayer d'avancer sur les multiples usages de la différence et pas toujours de la différence sexuée et sexuelle. Merci Catherine. Juste voir si on peut allumer le chauffage, ce qui fait le travail.
toi. Dans la lumière. So, merci. Oui. Hello. Je peux parler en français ou en anglais? Oui. En français, oui, il n'y a pas de souci. Donc, je vais essayer de... No problem. Bon, donc excusez-moi en avance pour toutes les fautes que je vais faire. Mais d'abord, merci pour l'invitation de faire quelques commentaires sur ces deux papiers qui étaient très, très intéressantes. En fait, la chose qui m'a frappée, d'abord, c'était en fait deux papiers de deux parties du monde complètement différentes, mais avec beaucoup de filières, threads, on peut dire en anglais, entre les deux. Et en fait, pour moi, l'histoire était plutôt triste, qu'on fait des efforts pour les femmes, et les femmes restent marginalisées, en fait. Comme, bien sûr, vous avez montré dans le cas français. Mais, donc, et ça m'a fait penser aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas de quotas pour les femmes. C'est une politique assez stricte à ce niveau-là. On est très contre ces actions précises discriminatoires pour les femmes. Et même si les femmes étaient un peu plus élues dans ces dernières élections, elles sont fort surreprésentées par rapport à leurs chiffres dans la population américaine. Donc, il me semble qu'il y a, pour moi, je vois trois grands thèmes ici. Donc, je vais faire quelques commentaires un peu plus globaux sur les deux papiers et puis j'ai des commentaires un peu plus précis pour Catherine et Virginie. Donc, il me semble qu'il y a toujours une question de le manque des femmes, mais au niveau descriptive representation, comme on dit en anglais, au niveau des nombres des femmes, en fait. Et en fait, Virginie, j'aurais aimé en fait, les chiffres un peu plus précis. Peut-être que vous pouvez parler de ça. Surtout en Inde, j'imagine que, bon, avec les quotas, il y a ce chiffre magique, comme tu as parlé, de 30%. D'ailleurs, qui est un chiffre assez problématique, cette critical mass, qui est, pour moi, assez difficile à prendre comme chiffre sérieux, quand tu vois les études qui ont été faites qui montrent que tu peux avoir très peu de femmes et beaucoup de politiques faites pour les femmes. Donc, il y a toujours ce débat entre critical mass et critical acts, et qui est le plus important. Et moi, je travaille surtout pour le cas français au niveau régional. Ça montre que même avec pas beaucoup de femmes, tu peux avoir quelques femmes qui font beaucoup pour pousser les intérêts de femmes. Donc, d'abord, il y a cette question descriptive qui, malheureusement, a resté, le numéro de femmes a resté assez bas, même si on a fait beaucoup d'efforts pour augmenter. Et je parle plutôt pour le cas français, mais peut-être que vous pouvez parler plus précisément pour le cas indien et aussi pakistanais. Je sais que ce n'était pas le but, mais dans les papiers que vous avez envoyés, il y avait cette question-là aussi qui était très intéressante. Donc ça, c'était un thème entre les deux qui m'a attirée. Aussi, il y a cette question de substantive representation. Donc, quand les femmes sont élues, qu'est-ce qu'elles vont faire dès qu'elles sont là? Et je sais que dans le cas du Pakistan, les femmes étaient vraiment là pour représenter les femmes et pas pour la nation en général. Et ça, c'était assez problématique. Je crois, si j'ai bien compris, dans le cas du Pakistan, mais normalement, on dit tant mieux que les femmes sont là pour représenter les femmes parce qu'on a besoin de ça, parce que bien sûr, les hommes ne peuvent pas. Voilà, ça c'est en fait une idée qui est pas mal parlée dans beaucoup des études. Donc, ça, c'était une chose, cette question de substantive representation. Qu'est-ce que va faire les femmes dès qu'elles sont là? De cette question de genre dans la représentation. Mais il me semble que cette question en France est un peu plus problématique parce qu'il n'y a pas assez de femmes pour faire cette représentation correctement, on peut dire. Surtout si on prend cette question de critical mass très sérieusement. Et aussi qu'en fait, l'idée de la bonne représentation reste toujours une affaire d'hommes en France.
comme vous avez montré, le political capital est toujours la capitale traditionnelle. Et les femmes qui sont choisies, elles n'ont pas ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour leur vie politique dans le long terme? Il y a aussi cette question d'intersectionality. Oui, une question de comment est-ce qu'on va rassembler les groupes socio-économiques, classes et raciales, de race. Et en fait, il y a cette question de ce qu'on va privilégier un groupe et pas un autre, comme vous avez bien montré dans le cas d'Inde. Et ça, c'était super intéressant pour moi, qu'en fait, la situation socio-économique d'un côté était beaucoup plus importante que la question des femmes. Et aussi que cette peur de la communautarisme en France, de subdiviser le peuple en catégories, en Inde, c'était plutôt, voilà, on va le faire, mais même dans des tout petits morceaux qui devient assez conflictuel par rapport au cas français. Donc, voilà quelques pensées un peu plus globales, mais en fait, un problème que moi j'ai là-dedans, est-ce qu'on a ce problème de la représentation des femmes, on a choisi les quotas comme solution, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'on doit, en fait, peut-être penser à autre chose? Parce qu'il me semble que beaucoup de gens disent oui, les quotas, c'est une bonne solution pour les problèmes des femmes dans la vie politique. Mais après avoir lu vos deux papiers, j'étais assez découragée parce que je me suis dit, mais enfin, on doit trouver une autre solution ici parce qu'il me semble que ça n'avance pas les intérêts des femmes. Et peut-être qu'on demande trop de ces... Peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on demande trop de ces lois. Je ne sais pas, il me semble que peut-être qu'on veut, hop, une loi sur les quotas et tout va automatiquement changer. Je ne sais pas, il me semble ça c'était la sésame magique pour le problème des femmes. Et peut-être on attend de trop vite. On veut tout de suite un changement et on n'a pas et on commence à râler et peut-être qu'il faut être un peu plus patient parce que ça fait quand même que 10 ans. On a ces lois en France et bon, à peu près 20 ans maintenant en Inde, mais au niveau local. Donc, voilà quelques idées un peu plus générales. Virginie, j'ai beaucoup aimé ton discours. J'aurais aimé que tu parles un petit peu plus de le cas pakistanais. Bon, je sais que ce n'était pas ton objectif aujourd'hui, mais dans tes commentaires que Samuel m'a envoyés, vous avez parlé de cette question de femmes qui représentent les femmes en Pakistan, qui était un problème. Et j'aurais aimé une petite si vous pouvez éclairer ça, tu peux éclairer ça un petit peu. Aussi cette question de 33% comme critical mass, qui était apparemment assez importante en Inde. Et je me demande si c'est toujours le cas, parce qu'en fait, il me semble que c'est une idée qui était assez battue, on dit, assez... oui, mais c'est pas... Bon, je parle plutôt pour les chercheuses aux États-Unis que vraiment décréditer qu'en fait, cette chiffre... pour une étude qui montre que tu dois avoir 30% de gens dans un parlement pour faire vraiment des changements pour les femmes. Il y a 2 études qui montrent que ce n'est pas du tout le cas. Donc, je me demande si c'est vraiment, en fait, toujours une idée assez soutenue en Inde. Et puis, en fait, je sais que ce n'était pas le but de votre discours.